Nous passons maintenant à tous les exercices qui seront utilisés. Au niveau technique. Alors, au niveau technique, eh bien, il y a des gammes. On va vous donner quelques exemples seulement. Des gammes d'exercices qu'on doit répéter à tous les entraînements. Les exercices techniques de présenter que vont vous faire, par exemple, ces jeunes filles, Caroline, Brigitte et Marika. Ça, c'est un exercice de présenter. La perche est en arrière, c'est inaccoutumé. Pourquoi? Eh bien, c'est tout simplement pour mettre le poids de la perche sur le bras supérieur et qu'elle sente bien le soulever de la perche. Alors, elle marche et elle présente la perche au-dessus de leur tête. Garde ta perche parallèle au sol, Brigitte. Voilà. Et Marika, tu essayes de monter ton bras supérieur plus haut. Bien. On retourne là-bas, tranquillement. Et vous allez le faire sur 4 foulées, ensuite en montant sur un appui au sautoir là-bas. Alors on regarde ce deuxième exercice, présenter et monter là, pam pam, voilà. Allez, 1 ou 2. Alors, c'est des exercices qui se font lentement. Il y a une raison, hein. Pourquoi ? Je leur demande dans un premier temps de faire ces exercices lents, de telle manière qu'ils y pensent. Un exercice conduit, ils sont obligés de le conduire, d'y penser. Il s'accélérera lorsque on le fera au sautoir. Mais dans un premier temps, on y réfléchit et puis ensuite ça s'automatise. C'est comme ça lorsqu'on étudie tous les exercices ou toutes les techniques possibles. On les fait d'abord à des vitesses lentes et puis ensuite on les automatise et on n'y pense plus. Bon, allez, Thierry Moïse, maintenant, tu me fais des enchaînements, course, présenter, impulsion. Alors, soulever, et ce que j'appelle, c'est mon jargon personnel, ensuite le gondolier. Ceci, hein, garder l'axe des épaules loin, ça passe derrière la perche. Allez, on en fait 2, 3. Et puis, on demandera ensuite aux hôtes de faire des sauts analytiques, c'est-à-dire des sauts sur lesquels on va porter toute son attention sur un point précis. Le premier point sur lequel nous allons porter notre attention, c'est sur l'enchaînement, course, présenter, impulsion, mettre de l'énergie dans la perche. Alors, objectif, courir, présenter, impulsion, faire fléchir la perche sans se renverser. Exercice analytique. C'est des pénétrations. Il insiste toujours sur le déplacement de sa perche et il amorce le renversé en restant dans cette position. Hein? Vous aurez 3 formes de travail technique, les exercices, les sauts analytiques, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas complet mais qui demande quand même une course d'élan importante, et enfin les sauts complets. Hop, voilà. Bon, maintenant, pénétration, renversé, extension. Hop, voilà. On reste sur le dos. Allez, pénétration, là, hop, voilà, ça c'est parfait. Vu ? Avec une illustration comme celle-là, eh bien vous avez tout compris, c'est ce qu'on recherche. C'est bien, Corinne. Allez, 5 mètres. 2, 3 sauts, et on passera alors à la course d'élan. On va rattraper le petit retard que j'ai pris. Allez, on voit 4 sauts assez rapidement. Gérald de Baudouin, je ne l'ai pas présenté encore, mais c'est l'ancien champion d'Europe des juniors. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite, Cory Tarpening. Oui, très bien. Allez, Jean, va bien vers l'avant. Sorti un petit peu de la perche. Marc. Bon, c'est pas mal non plus. Angie, allez. Bon, perche un petit peu souple.
Bien, maintenant, nous voyons tous les exercices qui seront utilisés pour améliorer la course d'élan. Alors, je répète que l'objectif d'une course d'élan de sauteur à la perche, c'est d'arriver le plus vite possible au moment du décollage, tout en étant suffisamment disponible pour pouvoir présenter correctement sa perche, la mettre là où il faut, dans l'axe, au-dessus de sa tête, pour pouvoir donner une impulsion également là où il faut être dans l'attitude nécessaire, c'est-à-dire vers l'avant. Et pour ça, eh bien, les procédés que nous allons utiliser sont les suivants. Alors, l'amélioration de la vitesse absolue, 3 formes de procédés, les exercices de course, les accélérations maintenant. J'ai placé à la fin des accélérations des cellules. Pourquoi je les ai placées là? Bon, aujourd'hui c'est pour la frime, parce que je ne vais pas prendre les temps, mais c'est pour vous montrer tout simplement que ce qui m'intéresse, c'est la vitesse là. Ce n'est pas la vitesse de là à là. Voyez-vous? C'est pourquoi nous utilisons davantage, plutôt que de faire des 40, des 50, des 60 mètres, procédés utilisés pour améliorer la vitesse chez le sprinter, bien nous, ce qui nous intéresse, c'est la vitesse d'arrivée, donc accélération, et puis arriver le plus vite possible. Allez, 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 on accélère. Voilà. Et enfin, le 3e procédé, bon, je pense que la pratique des accélérations ne nous amènera pas à ce qu'on appelle la barrière de vitesse, c'est-à-dire arriver à un point où on ne progresse plus. Mais si ça pouvait se produire, et de toute manière, de manière à trouver des sensations nouvelles, une coordination nouvelle, nous utilisons un autre exercice qui ne se situe pas dans cette période-là de l'année, bien sûr, mais on vous en fera la démonstration, c'est la survitesse. Alors, j'ai mis au point un petit système qui nous permet de faire de la survitesse, un procédé avec des ceintures, un élastique, et il y a un athlète qui tire et l'autre qui est tiré. Pas n'importe comment. Vous savez que la survitesse, pour qu'elle puisse être efficace, elle doit se situer sur des pentes qui ne dépassent pas 2%. Parce qu'au-delà d'une certaine survitesse, eh bien, la coordination ne se fait plus normalement et il n'y aura pas de transfert. Hein. Alors là, on va voir, voilà, Justin, tu donnes le départ du gars qui est en survitesse. Allez, on y va. Un petit exemple, là, hop, c'est parti. Alors dans ce procédé, simplement, ce qu'il faut mettre au point, les gars qui le font, il y a un tireur, il y a un tiré, ils alternent le travail et je mets toujours les deux mêmes en présence. Ils ont l'habitude l'un de l'autre. Et puis, il faut mettre au point la distance entre le départ du tireur et puis le départ du tiré. Parce que la tension de l'élastique est plus ou moins importante. Alors, si on a besoin d'une tension importante, on augmentera la distance. C'est-à-dire, au lieu de donner le top à 10 mètres du départ du tireur, eh bien, on va le donner à 12 ou à 15. Ça, c'est une mise au point. Ça fait partie des premières séances et on s'aperçoit très vite de ce qu'il faut exactement pour chacun. On va passer maintenant à l'amélioration de l'équilibre perche-sauteur. Alors là aussi, voilà deux procédés sur les haies. Jean et Cory, allez-y, vous me le faites. Voilà. Travail, recherche de l'équilibre perche-sauteur. On se met en place sur les haies basses. Voilà. Bassin placé, très haut et genou haut. Voilà. Monte ta jambe libre, genou à l'horizontale. Baisse ta perche, Marc, baisse-la. Voilà, voilà. Trouve ton équilibre en baissant la perche. Voilà. L'écart actuellement est de 2 mètres. Cet écart peut donc varier selon, quand on utilise ces procédés, selon qu'on veuille un peu plus de vélocité ou un peu plus de puissance. On passe à la course proprement dit, où on cherche uniquement l'attitude. Solide, hein? Voilà, solide. Toujours en attitude.
bien placé. Alors, et vous sentez l'équilibre dans cette course. Hein, le tronc est droit, les genoux sont à l'horizontale, le bassin est haut, la perche, le poids de la perche va progressivement, va s'éloigner progressivement du sauteur. Savez-vous que pour une perche lourde, c'est-à-dire celle qu'utilise Galfion, celle qu'utilise par exemple Bubka, eh bien ça représente un poids dont vous n'avez pas l'idée. Le poids d'une perche, c'est à peu près 4,5 kg. Mais lorsque cette perche est à l'horizontale, que le centre de gravité de la perche est très loin de celui du sauteur à la perche, eh bien, ça peut représenter un effort de 50 kg. Il faut le savoir, ça. Quand vous voyez les gars courir à l'aise avec une perche, eh bien, dites-vous que c'est un exploit rien que de courir avec ces grosses perches. Allez, hop, 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 hop. Ça accélère jusqu'au bout. Allez. Là, 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 là. Regardez, c'est bien placé. Alors, on travaille l'attitude de course, on travaille la vitesse, on travaille le rythme. Alors, cet écart entre les va varier en fonction, bien sûr, des capacités de chacun des perchistes, mais va également varier avec sa progression. Là, on travaille actuellement avec 2 mètres d'écart, mais en été, c'est 2,30 m à 2,40 m. 2,30 m, 35, 40, hein. OK? Bien. Alors, maintenant que nous avons vu le travail de technique de course, l'amélioration de l'équilibre du système perche-sauteur, eh bien, nous passons à la course d'élan proprement dite. Alors, nous allons voir la progression, d'abord des courses d'élan, où le gars va chercher sa progression, va chercher son rythme. Nous allons le voir sur la piste sans obstacle. Et il enchaîne sur un présenté, hein, une course présentée impulsion avec décollage. Cory, tu me fais une course normale, il cherche ses marques, il fait une course d'élan sans l'obligation du sautoir à l'arrivée. Progressif, là, et ça enchaîne. Hop, voilà. Alors, il tape sur quand même un obstacle qui figure le butoir, mais qui ne posera pas de problème. Ce n'est pas quelque chose qui va les bloquer, parce qu'on utilise également des butoirs mobiles. Mais pas sur une course d'élan complète, parce qu'un jour, j'ai eu un problème. J'ai un gars qui a loupé le butoir mobile, et puis qui s'est fait mal en tombant. Allez, Jean. Alors là, ça devient la personnalisation de la course de chaque sauteur. On va l'étudier de la manière suivante. Et puis, on ajoutera dans ce travail de course d'élan un tout petit peu plus de précision. On mettra de l'obstacle, on mettra du décollage, mais pas encore au sautoir. Et je vais demander alors à ce que vous me fassiez maintenant des courses d'élan, mais sur ce sautoir là-bas, en piquant dans une zone de sable. La zone de sable a cet avantage de ne pas exiger la même précision dans l'ensemble course présentée impulsion. On pique dans le sable, on cherche à faire le meilleur geste possible et il peut y avoir un décalage de 10, 20, 30 cm. S'il y a erreur, c'est pas grave. Ils ont moins de problèmes que tout à l'heure lorsque ils piquaient dans le butoir. Eh bien, parce qu'ils ont beaucoup plus de liberté. Et l'étape suivante, eh bien, ce sera le butoir. Il y aura le butoir. Mais on peut encore trouver des solutions facilitantes. Et on utilise pour ces courses d'élan complètes où il y a quand même des problèmes à maîtriser, eh bien, on utilise un petit tremplin que vous voyez qui est en place là-bas, qui ne dépasse pas 5 cm de haut, et on va faire une mise au point là-dessus.
Alors je répète, hein, maintenant au cours de cet exercice, ce qui caractérise une course d'élan de saut à la perche, bien sûr l'équilibre perche-sauteur, c'est la longueur utilisée qui variera avec... ça c'est pas mal. Celui-là s'améliore déjà. Oui, il suffira d'un certain nombre de répétitions lorsque le gars aura trouvé son équilibre de course, lorsqu'il aura un bon entraînement foncier, eh bien, on fera des séances de mise au point, de course d'élan, et on trouvera très rapidement la bonne... et Marc l'a trouvé d'entrée, c'est impeccable. Ça doit être précis. Cette précision, on la vérifie quand même, hein. Il y a des marques. Il n'y a pas des quantités de marques, parce qu'on ne doit pas porter son attention que sur des marques. Hein. L'objectif, c'est d'aller vite. Mais il y a notamment une marque de départ et il y a une marque intermédiaire. Cette marque intermédiaire, nous la situons à 6 foulées de la fin. Et sur les sautoirs, même, on a été jusqu'à mettre des repères qui sont à 15 mètres, à 16 mètres, à 17 mètres. Et puis, on sait, pour chacun des sauteurs, à force de l'observer, on sait à quel endroit il doit passer pour que sa course d'élan soit précise. Et ça nous permet ceci, c'est que lorsqu'on constate à 6 foulées de la fin une faute par rapport à ce qui se fait habituellement pour lui, lorsque c'est bon, lorsqu'on constate une faute là et qu'on la constate également au décollage, on peut apporter une correction qui est extrêmement rapide. 2 exemples. On peut se retrouver mal placé à l'impulsion, eh bien, parce que on a allongé les dernières foulées ou parce que, effectivement, on était trop près. La correction n'est pas la même. Si on se retrouve au décollage trop près, parce qu'on a allongé, qu'est-ce qu'on va conseiller comme correction? Avance tes marques, avance ta marque de départ. Si par contre, on est trop près à l'impulsion, mais parce qu'on a bien couru, parce qu'effectivement, ça a été vite, eh bien, la correction est totalement différente, on va lui demander de reculer. Et ça, c'est ce qui nous permet d'avoir cette précision dans le conseil à donner, eh bien, c'est l'observation du point de passage à 6 foulées de l'arrivée. Il y a également une autre marque, celle de départ. Eh bien, la marque de départ, elle est variable. La manière de partir, je n'en ai pas parlé tout à l'heure lorsqu'on a parlé de la course, mais je le dis maintenant, la manière de partir, c'est une affaire personnelle, mais elle a une obligation. C'est l'obligation d'être toujours la même. Ça doit être automatisé. Alors, vous avez des sauteurs à la perche qui se sentent bien en partant totalement arrêtés. Et puis, vous en avez d'autres qui se sentent bien par une petite zone de mise en action. Ce qui est important, c'est que on démarre sa course d'élan toujours de la même manière. Pourquoi? Supposez que nous ayons une petite partie de mise en action. Que cette mise en action soit variable, plus ou moins vite. Eh bien, elle aura une influence, à partir de la marque de départ, elle aura une influence sur la longueur des foulées. Et s'il y a erreur sur la longueur des premières foulées, on retrouve ce problème au moment du décollage. C'est la raison pour laquelle une course d'élan, la valeur d'une course d'élan, la précision d'une course d'élan, eh bien, elle se fait au départ. Beaucoup plus qu'à l'arrivée. Vu ?